Bon, du coup, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus à ma formation sur la pensée et l'œuvre de Gramsci. Donc cette formation, elle est faite avec le cercle Engels, donc un cercle de formation et d'éducation populaire. Donc ma formation, elle va être centrée sur la personne de Gramsci. Donc je vais d'abord commencer par une rapide biographie et ensuite je vais faire plusieurs points thématiques sur des aspects de sa philosophie. Ça va être une formation qui va être essentiellement théorique, mais je vais essayer de donner des exemples pour rattacher ça à l'actualité et au réel. Mais n'hésitez surtout pas s'il y a un moment vous ne comprenez pas quelque chose ou il y a un point qui n'est pas assez explicite à me demander de donner des exemples ou de reformuler. Puisque dans la salle, il y a des personnes qui sont déjà familières avec sa pensée, d'autres non, etc. On n'a pas tous le même niveau. Donc vraiment, il n'y a aucun souci. Le but, c'est de repartir en ayant appris des choses. Donc si vous connaissez sa pensée, c'est cool, vous allez passer un bon moment. Et si vous ne connaissez pas, c'est cool, vous allez apprendre des choses. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à participer. Parce que sinon, je vais parler en boucle pendant 1h15 et ça va être désagréable pour tout le monde, surtout moi. Donc voilà. Est-ce que déjà, il y a des questions ou c'est carré pour tout le monde ? Ouais, c'est à carré. Nickel. Bon, et voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, premièrement, qui est donc Antonio Gramsci ? Voilà. Alors, Antonio Gramsci, il est né le 22 janvier 1891 à Alès, en Sardaigne, donc en Italie, et il est mort le 27 avril 1937 à Rome, en prison. Il est considéré comme étant un philosophe, un écrivain et un théoricien politique italien. Et dans le cadre du marxisme, généralement, on va considérer que c'est un théoricien marxiste non conformiste, puisque bien qu'il soit marxiste et qu'il parte des théories de Marx et Engels pour développer sa pensée, en certains aspects, il critique le marxisme et il s'en détache. Et on va justement aborder ça lors de cette formation. Alors pour un petit repère historique, Marx il est mort en 1883 et donc Gramsci est né en 1891, donc il fait un peu partie de cette deuxième génération d'intellectuels marxistes qui va venir un peu renouveler la pensée. Alors Gramsci, dans son enfance, il a été élevé par sa mère puisque quand il était jeune, son père est parti en prison pour des histoires de détournement de fonds. Donc il a eu une enfance plutôt modeste avec donc une mère seule pour l'élever lui et ses 6 frères et sœurs. Et donc quand il va avoir 12 ans, il va devoir quitter l'école pour aller travailler et apporter un revenu pour que sa famille puisse subvenir à ses besoins. Donc c'est une enfance assez difficile, d'autant plus que Gramsci, toute sa vie, il va souffrir d'une maladie qui s'appelle le mal de Potte. Donc en fait, c'est une forme de tuberculose. Donc il va l'avoir tout au long de sa vie, mais elle lui sera diagnostiquée qu'en 1933, donc extrêmement tard. Sauf que il va avoir de gros soucis par rapport à ça. Déjà, il va être extrêmement petit, je crois qu'il fait moins d'1m55. Il a le dos déformé et toute sa vie, il a des soucis de santé terribles qui vont vraiment l'handicaper. Donc en 1904, son père revient. À ce moment-là, les choses commencent à aller un peu mieux. Gramsci peut retourner faire des études. Il est relativement bon à l'école par ailleurs. Il va réussir à obtenir une bourse pour aller étudier la linguistique à Turin, où il est par ailleurs excellent. Sauf qu'il est quand même d'un milieu très modeste, il a peu d'argent et en plus de ça, il est vraiment extrêmement malade. Il vit dans des conditions très précaires, donc tout ça fait que ces études ne vont pas pouvoir se passer de la meilleure manière et au final, il n'aura malheureusement jamais son diplôme parce qu'il ne pourra pas aller à ses examens, etc. Cependant, pendant ses études, il va commencer à militer et à s'engager politiquement. Tout d'abord, il va se rapprocher des autonomistes sardes, donc ceux qui sont pour l'autonomie de la Sardaigne, avant de se rapprocher des socialistes. Donc il va s'engager en tant que jeune militant et étudiant en écrivant des articles engagés dans la presse. Il va devenir quelqu'un d'assez connu en Italie, mais aussi à l'international, puisqu'il va participer par exemple à la Seconde Internationale, il va faire des voyages en URSS, etc. En 1921, il va cofonder le Parti communiste avec des camarades qui étaient avant au Parti socialiste et qui vont s'en détacher. Et il va, en 1924, être élu député et réellement commencer une carrière politique importante en Italie et devenir une figure majeure du mouvement. Sauf que nous sommes en 1920 en Italie, donc ça va être une carrière relativement courte, puisque en 1926, tous les élus socialistes et communistes sont arrêtés. Et donc c'est la fin de la carrière politique de Gramsci qui va finir sa vie en prison. Il est arrêté pour conspiration, instigation à la guerre civile, apologie du crime et incitation à la haine de classe.
sympathique. Et même s'il n'y avait pas une volonté délibérée d'enterrer Gramsci, le procureur à son procès va quand même dire nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans. Gramsci, c'était vraiment un intellectuel éminent en Italie qui aurait vraiment pu avoir une carrière brillante. Et donc, il y avait vraiment la volonté de le mettre dans un cachot et que tout le monde l'oublie. Et de fait, ça va assez bien marcher puisque Gramsci ne connaîtra jamais la grandeur qu'il a aujourd'hui, ou en tout cas, ses écrits ne connaîtront jamais autant de succès que lorsqu'il était encore vivant. Bref. Tout à fait. Ouais, en prison, il va quand même réussir à écrire via différents moyens, etc. Il va avoir pas mal d'écrits qui, donc, après sa mort, vont être compilés dans un ouvrage qui s'appelle Les cahiers de prison de Gramsci, qui est son ouvrage majeur, finalement, mais que donc il sortira après sa mort, donc Gramsci ne connaîtra jamais le succès de son vivant. Mais même donc le livre il sort dès la fin de la Seconde Guerre mondiale à peu près. Mais Gramsci deviendra vraiment un intellectuel reconnu que dans les années 70, 80, voire 90. Sa reconnaissance arrivera relativement tard. Donc Gramsci, c'était un intellectuel marxiste. Donc avant de parler vraiment de sa pensée à lui, je dois juste faire un rappel vite fait sur ce qu'est le marxisme, vraiment rapidement. Donc je vais devoir parler de deux concepts. Donc le premier, c'est le matérialisme historique et le deuxième, c'est la base et la superstructure. Donc si vous n'êtes pas venu à la super formation de Camille sur le matérialisme historique, pour faire vraiment simple, c'est une manière de voir le monde et de comprendre l'histoire où, en gros, tous les événements et la société, c'est déterminé par les rapports de production. Et donc, en l'occurrence, dans le système capitaliste, il y a des bourgeois qui possèdent l'outil de production et des prolétaires qui ne possèdent que leur force de travail, c'est-à-dire globalement leurs bras, et qui la vendent. Et donc ça fait qu'il y a un rapport de force qui est complètement déséquilibré, avec des bourgeois qui peuvent exploiter les prolétaires. Et donc ça fait un conflit de classe. C'est très rapidement résumé. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la base dans le marxisme, qui est donc les moyens et les rapports de production. Et cette base, elle va façonner et créer une superstructure. Donc il y a un ensemble de choses qui n'est pas directement lié à la production, mais qui la légitime et la maintient. Donc comme c'est marqué ici, l'art, l'idéologie, la philosophie, la politique, etc. Donc ça, c'est des concepts qui ont été forgés par Marx et Engels, mais sur lesquels Gramsci va énormément s'appuyer pour développer sa théorie principale, qui est donc l'hégémonie culturelle, et que je vais essayer de vous faire appréhender et comprendre via différents autres concepts. Mais donc l'hégémonie culturelle, c'est le fait que la bourgeoisie arrive à dominer la classe prolétaire et globalement la population, non pas par la force, mais bien par les idées, et à nous convaincre nous-mêmes qu'ils ont raison et qu'on ne doit pas faire la révolution. Et donc, on va commencer par le premier point, qui est la critique du déterminisme économique. Gramsci, il va commencer à faire ses écrits et à théoriser des concepts pour expliquer pourquoi est-ce que les révolutions communistes qui étaient prédites par Marx et Engels dans les pays industrialisés ne s'étaient pas produites. Donc Marx et Engels, dans le manifeste du Parti communiste en 1848, il théorise que normalement la croissance du capitalisme industriel produirait une gigantesque classe ouvrière avec des récessions économiques cycliques et d'autres contradictions internes au capitalisme, qui fait que finalement le capitalisme s'écroulerait de lui-même de par son système qui n'est pas viable. Et donc cela, ça ferait une révolution communiste avec de nouvelles institutions économiques, politiques et sociales pour une société communiste. Donc ce serait un changement de base. Sauf que les travailleurs des pays industrialisés, ils ont entre guillemets toujours cette mission plusieurs décennies plus tard, puisque malheureusement, comme vous aurez pu le remarquer, nous ne vivons pas dans une société communiste. Hop. Et donc, Gramsci va commencer très tôt à théoriser ça, puisque dès le 5 janvier 1918, donc à l'époque il est encore dans le Parti socialiste italien, il va écrire un article qui s'appelle « La révolution contre le capital ». Alors ici, le capital avec un grand C, puisqu'il parle du livre de Marx et non pas le capital, les capitalistes. Et donc dans cet article, il va faire l'éloge de la révolution russe, alors que les prévisions de la Seconde Internationale pensaient que les révolutions arriveraient dans les pays capitalistes les plus développés, qui donc s'écrouleraient un peu d'eux-mêmes, et non pas dans des pays encore en partie féodales, comme c'était le cas en Russie en 1917. Et donc il écrit « Les faits ont dépassé les idéologies.
Ils ont fait éclater les schémas critiques à l'intérieur desquels l'histoire de la Russie aurait dû se dérouler selon les canons du matérialisme historique. Pour construire la volonté collective, contre la théorie devenue dogme, ils ont fait l'histoire. Donc ici, il y a une critique du déterminisme économique de Marx et de Engels, puisque la révolution russe, elle s'est faite sans avoir besoin d'attendre le stade, entre guillemets, parfait, en tout cas final, du capitalisme, pour que la révolution se fasse. Et donc ici, il y a une critique du déterminisme économique qui est le fait que la révolution arrivera dans tous les cas. Selon Gramsci, le marxisme, c'est pas tout écrit, et il n'y a pas que des relations économiques qui vont déterminer l'arrivée de la révolution ou non, mais il y a aussi des changements culturels que on doit prévoir. Donc notamment changer la superstructure, comme on en parlait avant, et non pas seulement s'attaquer à la base. Les révolutions ici, elles ne sont pas automatiques, et Gramsci rejette les lois de l'histoire, et il va jusqu'à dire que Marx a prévu le prévisible. C'est-à-dire que Marx, il a prévu les crises cycliques du capitalisme, puisque c'est évidemment inhérent au système qui a des contradictions internes, mais il n'a pas pu prévoir la révolution en Russie, puisque les travailleurs ont décidé ensemble, collectivement, de se soulever et de faire la révolution. Et donc ça, Gramsci, il appelle ça la philosophie de la praxis. Donc la praxis, c'est l'action en latin. Et donc selon lui, la révolution, elle n'est pas due à l'histoire, mais bien aux actions et aux volontés des individus singuliers qui, ensemble, avec évidemment des circonstances favorables, peuvent faire la révolution. Donc selon lui, les résultats dépendent des choix et des actions des individus et non pas d'un chemin inévitable de l'histoire. Donc, comme dirait Flora Tristan, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Alors, cependant, on peut se demander donc pourquoi est-ce qu'il y a un échec des travailleurs à réussir à faire la révolution dans ce cas-là. Eh bien, Gramsci va dire que c'est à cause de l'emprise culturelle hégémonique de la bourgeoisie. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Les représentations culturelles de la classe dirigeante, donc, ou l'idéologie dominante globalement, elle a déteint beaucoup plus que Marx n'aurait pu le penser. Les outils culturels hégémoniques de la bourgeoisie, avec par exemple l'école obligatoire qui va diffuser certaines valeurs, les médias de masse contrôlés par les milliardaires, ou même la culture populaire, tout ça, ça va donner en fait une fausse conscience aux travailleurs qui, au lieu d'avoir une conscience de classe et se rendre compte de leur exploitation, vont adopter les intérêts de la bourgeoisie et vont se penser plus semblables, par exemple, à un milliardaire qu'à un SDF, alors que foncièrement, ils sont bien plus proches du SDF, par exemple. Et donc ça fait que les travailleurs ne vont pas faire la révolution, mais vont céder aux sirènes du nationalisme en pensant que leur condition elle est due aux immigrés et pas aux milliardaires, au consumérisme en pensant qu'ils seront heureux s'ils possèdent beaucoup, à la méritocratie en disant que si les riches sont riches, c'est non pas par l'exploitation, mais parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Et tout ça, ça va produire de l'individualisme, de la compétition, de la réussite personnelle qui feront que la révolution ne pourra pas aboutir. Donc on voit que le prolétariat adopte les intérêts de la bourgeoisie. Ça se voit avec beaucoup d'exemples, mais par exemple, on peut penser à l'héritage, où il y a vraiment énormément de gens qui sont très modestes et qui, de fait, ne seront jamais taxés sur l'héritage qu'ils donneront à leurs enfants s'ils en donnent un déjà. Mais par contre, quand on leur parle de taxer l'héritage, qui est finalement quelque chose d'hyper illégitime, eh bien, il y a vraiment une réaction épidermique, comme quoi il ne faut pas taxer l'héritage parce que c'est quelque chose qui est martelé par la bourgeoisie et qui est une idée qui est communément répétée. Hop là. Et donc, on va passer à la guerre d'opposition et la guerre de mouvement. Donc, l'échec relatif du déterminisme économique face à l'idéologie dominante, c'est un constat qu'on a. Mais donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, selon Gramsci, il va donc falloir s'attaquer à la superstructure, les représentations culturelles. Et pour faire ça, il va falloir faire la guerre d'opposition, puis la guerre de mouvement. Alors tout d'abord, ces termes, il les reprend de stratégie militaire, parce que c'est des termes qui préexistent. Donc la guerre de position, c'est le fait de défendre une position, par exemple c'est la guerre dans les tranchées, alors que la guerre de mouvement, c'est à avoir des troupes qui vont se diriger, etc. Et donc Gramsci va utiliser cette métaphore pour parler de la guerre contre la bourgeoisie et la révolution. Donc selon lui, la guerre de position, c'est une guerre culturelle contre les valeurs bourgeoises qui apparaissent comme naturelles et normales. Et donc il faut renverser l'ordre établi. Et donc pour faire ça, il faut percer dans les médias, les organisations de masse et les institutions éducatives pour propager l'analyse et la théorie révolutionnaire.
Tout ça, ça a pour but d'augmenter la conscience de classe et de pousser à un engagement révolutionnaire. Donc le but, c'est vraiment de changer les mentalités, de faire émerger une conscience de classe et de faire en sorte que les travailleurs se révoltent. Donc pour lui, il faut attirer toutes les classes opprimées dans la lutte pour une prise de pouvoir politique dans ce qu'il appelle le bloc historique. Et par ailleurs, Gramsci, il parle de prolétaires et de bourgeois, mais au lieu de parler de prolétaires, il parle aussi de subalternes, puisqu'il considère que les prolétaires ne sont pas la seule classe qui sont opprimées par la bourgeoisie et par le capitalisme. Et ça va être un concept qui va beaucoup être réutilisé après dans les années 80 et 90, notamment par des penseurs et des penseuses féministes et décoloniaux. Et donc c'est un peu une petite germe dans l'intersectionnalité, on va dire, même si Gramsci de lui-même, par exemple, il ne parle pas de la condition des femmes, etc. Mais c'est quelque chose qui a pu faire émerger d'autres réflexions. Et donc après le succès de la guerre d'opposition, on va pouvoir commencer la guerre de mouvement, qui là est l'insurrection contre le capitalisme avec le soutien des masses. Donc une guerre beaucoup plus brève, beaucoup plus directe et aussi beaucoup plus violente. Ces deux guerres, elles sont alors complémentaires et interdépendantes, puisque la guerre d'opposition, elle permet de construire une organisation de masse, de transformer les idéologies, les mentalités et les valeurs culturelles pour regrouper des gens, et donc pouvoir mener la guerre de mouvement, qui, elle, permettra de renverser les structures de pouvoir pour un nouvel ordre social. Donc il y a vraiment une dialectique qui s'installe entre les deux. Et par ailleurs, cette théorie, elle est parfois pas mal critiquée pour son entrisme. Donc l'entrisme qui est une stratégie politique qui est de faire entrer des membres d'une organisation dans d'autres organisations pour les changer ou les détruire de l'intérieur. C'est une critique qui est complètement assumée par Gramsci, qui assume que c'est une théorie qui est complètement entriste et que c'est nécessaire pour réussir à mener la révolution. Est-ce que vous avez des questions ou des interventions déjà ? Moi, je me posais la question par rapport, quand tu parlais du prolétariat qui adopte donc les intérêts de la bourgeoisie. En France, il me semble que c'est globalement arrivé avec la Révolution française, qui a été faite par une bourgeoisie et qui a fait passer ses intérêts pour tout le peuple. Et est-ce que tu sais, au niveau des autres pays, comment ça s'est passé ou pas ? Je ne saurais pas dire à quel moment ça a émergé, mais après, je dirais que c'est vraiment à partir de la révolution industrielle qu'on commence à vraiment avoir une classe bourgeoise et une classe prolétaire vraiment à son paroxysme et qu'on commence à avoir une séparation entre son outil de travail et son travail. Donc je dirais que ça commence à partir de là. Et que les bourgeois ont réussi à faire croire que c'était dans leur intérêt aux prolétaires, sûrement en parlant de toutes les évolutions qu'il y avait à cette époque, en disant que voilà, ça permettait de produire plus, etc., et que c'était une avancée pour l'humanité et une occasion pour eux de s'enrichir. Voilà. C'est au niveau de l'entrisme où tu dis que ce concept-là se fait critiquer parce qu'il est entrisme, mais en quoi l'entrisme est mauvais ? Enfin, pourquoi il ne faudrait pas que ce soit comme ça ? Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un peu une perversion de ces valeurs de combattre profondément un système et de s'insérer dedans pour le détruire. Tu vois, si tu avais un pote à toi qui disait je vais être policier pour changer le système de l'intérieur, tu lui dirais bon, pas dingue quoi. Mais là en l'occurrence c'est conquérir l'appareil d'État bourgeois pour le détruire de lui-même, donc ça se justifie quand même mieux quoi. Donc la critique c'est globalement jouer au jeu du capitalisme pour le détruire et c'est ça qui pose problème. Voilà. Après, Gramsci, pour autant, il est pour la révolution, etc. Il ne pense pas qu'on va gagner la révolution avec des élections, mais c'est juste que pour réussir à faire changer les mentalités, il faut investir les espaces qui existent déjà, quoi. Voilà. C'est bon ? Vas-y. Excuse-moi. Pas de souci. Je me demandais sur... je savais pas du tout que Gramsci remettait en question cette idée que c'était... Alors, si j'ai bien compris que la révolution, elle se faisait par l'action des gens et qu'elle était empêchée par la fausse conscience, mais moi, il me semblait que Marx, il avait une vision vraiment de la liberté très déterminée par les conditions matérielles d'existence. Et est-ce que pour toi, du coup, Gramsci s'inscrit en faux par rapport à ça ? Ou alors il rajoute juste quelque chose, qu'il y a une fausse conscience qui les empêche d'aller dans leur sens ?
Ou voilà, est-ce que tu as l'idée de la liberté chez Gramsci, est-ce que tu as des pistes là-dessus? Ouais. Oui, je pense que Gramsci, il est plus... Enfin, on est toujours déterminé par ses intérêts de classe, etc. Mais avec la philosophie de la praxis, je pense qu'il s'inscrit vraiment dans un truc de... C'est les individus qui sont avant tout moteurs de l'histoire, tout en étant quand même dans le matérialisme historique. Et il y a toujours des rapports de classe qui déterminent ça, hein, évidemment. Mais la révolution, pour lui, elle peut advenir même avant que le capitalisme s'effondre de lui-même, quoi. Donc je dirais qu'en ce sens-là, oui, il s'en détache un peu, mais il se détache aussi du déterminisme économique. Donc voilà. Ouais. Et bah du coup, on passe au point suivant, qui est la distinction entre la société politique et la société civile. Alors, selon Gramsci, il y a donc d'un côté le fait, il y a la direction, qui est l'hégémonie culturelle, et la domination, qui est la force répressive. Et donc, l'État capitaliste, il dirige via donc, la domination, la force répressive, hein, évidemment, mais aussi par la direction, c'est-à-dire convaincre les gens que c'est un État qui est vertueux et qu'il ne faut pas combattre. Et donc, pour Gramsci, il faut d'abord diriger, c'est-à-dire gagner la bataille culturelle, la guerre de position, et si besoin, dominer, après avoir gagné du coup la guerre de mouvement, parce que le pouvoir, il ne repose pas uniquement sur la force, mais aussi sur le consentement, la superstructure, la base, vous vous en souvenez. Et donc à partir de ça, il va faire une distinction entre la société politique, c'est-à-dire l'État, et la société civile, c'est-à-dire les institutions culturelles. Donc l'État, c'est la société politique, c'est les institutions politiques et régaliennes, la police, l'armée, la justice. Et la société civile, c'est les institutions culturelles, c'est l'université, les intellectuels, qui vont diffuser l'idéologie explicite ou par ailleurs implicite de l'État pour obtenir l'adhésion aux valeurs de la bourgeoisie. Donc la société politique dirige par la force, la société culturelle par le consentement, mais c'est une distinction qui est plutôt conceptuelle puisqu'en réalité les deux sphères se recoupent souvent. Mais donc dans le capitalisme moderne, la bourgeoisie elle maintient son contrôle économique avec la société politique qui va accorder des revendications des syndicats et des partis, mais donc ça va être des concessions sur ses intérêts économiques immédiats. Et ça va être des modifications des formes de son hégémonie sans pour autant la remettre en cause. C'est une forme de révolution passive, donc un processus de changement socio ou politique, pas par une mobilisation populaire qui serait révolutionnaire, mais par des réformes et des ajustements qui sont initiés par la classe dominante pour maintenir son propre pouvoir. Donc en fait, la société politique, elle va faire des concessions sur des intérêts, par exemple, elle va réduire le temps de travail. Et donc, on va évidemment tous être contents parce qu'on va moins travailler, moins d'aliénation, c'est super, mais c'est toujours de l'aliénation. Et en fait, c'était un peu des miettes de pain qui jettent à des pigeons, quoi. C'est-à-dire que le capitalisme et l'aliénation, elle est toujours là, mais on a juste gagné quelques heures de répit. Donc ça remet pas en cause le système capitaliste. Et au contraire, ça va consolider le contrôle de la bourgeoisie et ça va permettre de désamorcer les tensions sociales. Parce qu'on va se dire finalement, les bourgeois ils sont pas si méchants, ils arrivent quand même à négocier, alors que on est toujours exploité, quoi. Donc bon. Et donc, pour Gramsci, il faut créer un parti révolutionnaire, donc un parti au sens d'un groupement d'individus, pas forcément un parti politique, mais qui serait une force capable de faire émerger des intellectuels qui pourraient contester l'hégémonie de la classe dominante, puisque donc selon lui, l'avènement du communisme, il se fera pas par un putsch ou par des élections, mais bien par un combat culturel contre les intellectuels de la classe dirigeante, puisque aujourd'hui, l'État bourgeois moderne, avec l'éducation, la presse, mais aussi la religion, par exemple, c'est comme ça qu'ils arrivent réellement à maintenir leur pouvoir. Dans, par exemple, des régimes dictatoriaux, c'est plutôt la société politique qui va oppresser avec la force répressive. Si on pense, par exemple, à la Syrie de Bachar al-Assad, donc qui là, en l'occurrence, est tombé. Mais avant, c'était un régime qui était en fait, extrêmement impopulaire et l'immense majorité de la population était contre ce régime. Mais il ne tombait pas parce qu'il y avait une armée et il y avait des forces qui étaient suffisamment puissantes pour restreindre l'insurrection. Mais aujourd'hui, dans un État bourgeois moderne comme en France et dans nos sociétés occidentales, c'est plutôt la société civile
qu'est la composante importante, enfin la plus importante de la domination et qu'il faut combattre. Parce qu'aujourd'hui, si on voulait faire la révolution, le vrai problème, c'est pas tant qu'on n'en ait pas les moyens, mais c'est que les gens ne sont juste pas convaincus et n'ont pas envie de faire la révolution. Et donc, il faut plutôt s'attaquer d'abord à l'hégémonie culturelle plutôt que de s'attaquer en lui-même aux appareils de domination. Le problème, c'est donc comment est-ce que le prolétariat il peut réussir à devenir la classe dirigeante, à exercer le pouvoir politique et son hégémonie, quand toutes les tentatives d'unification du prolétariat, elles sont continuellement brisées par les groupes dominants. Et selon Gramsci, l'hégémonie du prolétariat, elle se fera par une réforme culturelle et morale où tous les hommes devront devenir des intellectuels et où on construira un bloc intellectuel populaire et donc où il y aura un progrès intellectuel de masse et où tous les hommes auront, et les femmes auront la conscience de classe et pourront ensemble mener la révolution. Donc c'est vraiment un idéal d'éducation populaire, comme ce qu'on fait ici au cercle Engels, quoi. Voilà. Hop. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Nickel. Alors, on va juste passer sur une partie sur l'historicisme absolu et j'ai un tout petit texte à vous lire. Alors, l'historicisme absolu ou l'humanisme absolu, puisque c'est à peu près la même chose, c'est le fait que les idées et les concepts, ça vient pas directement des choses autour de nous en tant que telles, mais plutôt des relations entre les personnes. En fait, les concepts qui façonnent nos vies, par exemple le travail, en fait ça dépend juste de... C'est pas une réalité intrinsèque, ça dépend de ce qu'on met derrière. Par exemple, si tu tonds la pelouse chez toi, c'est pas considéré comme du travail, mais si tu vas le faire pour quelqu'un et que t'es payé, c'est du travail. Alors qu'en vrai, c'est exactement la même tâche. Donc en fait, ça dépend de l'organisation de la société et des relations entre les personnes. Donc en ce sens, les concepts qu'on pense acquis ne le sont pas forcément. C'est comme quand je parlais des valeurs bourgeoises qui paraissent naturelles et normales, c'est pas forcément le cas. Et donc Gramsci, le 1er janvier 1916, il a écrit ce texte. Alors j'ai fait ma formation pendant les vacances de Noël, donc à l'époque le Nouvel An c'était un peu actuel, maintenant c'est un peu dépassé, mais bon c'est pas grave. Et donc, chaque matin, à me réveiller encore sous la voûte céleste, je sens que c'est pour moi la nouvelle année. C'est pourquoi je hais ces Nouvel An à échéance fixe, qui font de la vie et de l'esprit humain une entreprise commerciale avec ses entrées et sorties en bonne et due forme, son bilan et son budget pour l'exercice à venir. Ils font perdre le sens de la continuité de la vie et de l'esprit. On finit par croire sérieusement que d'une année à l'autre existe une solution de continuité et que commence une nouvelle histoire. On fait des résolutions, et l'on regrette ses erreurs, etc. C'est un travers des dates en général. On dit que la chronologie est l'ossature de l'histoire. On peut l'admettre. Mais il faut admettre aussi qu'il y a 4 ou 5 dates fondamentales que toute personne bien élevée conserve fichées dans un coin de son cerveau et qui ont joué de vilains tours à l'histoire. Elles aussi sont des Nouvel An. Le Nouvel An de l'histoire romaine, ou du Moyen-Âge, ou de l'époque moderne. Elles sont devenues tellement envahissantes et fossilisantes que nous nous surprenons nous-mêmes à penser quelquefois que la vie en Italie a commencé en 1752 et que 1490 ou 92 sont comme des montagnes que l'humanité a franchies d'un seul coup en se retrouvant dans un nouveau monde, en entrant dans une nouvelle vie. Ainsi, la date devient un obstacle, un parapet qui empêche de voir que l'histoire continue de se dérouler avec la même ligne fondamentale et inchangée, sans arrêt brusque, comme lorsqu'au cinéma, la pellicule se déchire et laisse place à un intervalle de lumière éblouissante. Voilà pourquoi je déteste le Nouvel An. Je veux que chaque matin soit pour moi une année nouvelle. Chaque jour, je veux faire les comptes avec moi-même et me renouveler chaque jour. Aucun jour prévu pour le repos. Les pauses, les choisis moi-même, quand je me sens ivre de vie intense et que je veux faire un plongeon dans l'animalité pour en retirer une vigueur nouvelle. Pas de ronde cuir spirituelle. Chaque heure de ma vie, je la voudrais neuve, fût-ce en la rattachant à celle déjà parcourue. Pas de jour de jubilation, aux rimes obligées collectives, à partager avec des étrangers qui ne m'intéressent pas parce qu'on jubilait les grands-parents de nos grands-parents, etc. Nous devrions nous aussi ressentir le besoin de la jubilation. Tout cela est écœurant. Je ne vais pas paraphraser le texte, mais en gros, je pense que vous avez compris. Il explique que, par exemple, ne serait-ce que le concept de temps, en fait, dans une société capitaliste, il est utilisé comme pour faire des sortes d'unités de production. On va se dire, sur un an, voilà, on fait notre bilan comptable, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, etc. Alors que, factuellement, du 31 décembre au 1er janvier, c'est exactement comme du 17 février au 18 février. Mais mentalement, on va se représenter ça sous forme de cases avec la productivité, qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Et voilà, et donc
comme je vous l'ai dit précédemment, Gramsci il a beaucoup inspiré donc, de penseurs dans les années 70, 80, 90, notamment dans les relations internationales. Et donc ce concept d'historicisme absolu, il va être repris par un certain nombre de penseurs, notamment Robert Cox, donc, qui est un penseur américain des relations internationales. Il n'y en a pas dans la salle, mais si vous étiez en première année à Sciences Po, on a eu un super cours de relations internationales avec Sarah Tanqueux qui en parle, mais bon bref, c'est pas grave. Et donc, il va s'inspirer de ce concept, et Robert Cox, il déclare que la théorie est toujours pour quelqu'un et dans un but déterminé. Ça veut dire que les idées, elles naissent pas dans un vide conceptuel. Chaque idée, elle va naître dans un contexte social et économique donné. Aucune théorie peut être pure ou objective ou détachée des intérêts humains, en fait. Toute théorie, elle va donc servir des intérêts de classe, puisqu'on est dans un système capitaliste et que Robert Cox est un penseur marxiste. Et que donc, en ce sens, chaque théorie va soit servir la bourgeoisie, soit le prolétariat. Quand, par exemple, on parle de la main invisible du marché de Smith, c'est clairement une théorie qui a pour but de légitimer le capitalisme en prétendant que les marchés libres y bénéficient à tous. C'est pas du tout une théorie qui est objective, c'est une théorie qui sert des intérêts. Et donc parfois vous allez valoir cette idée et on va vous dire « Ah mais ça, c'est du relativisme, c'est toutes les idées, croyances et théories sont valables, ça dépend du contexte, pas de vérité universelle, voilà ». Et donc là, écoutez bien, parce que je vais vous montrer pourquoi est-ce que vous avez raison, les autres ont tort. Donc là, vous allez kiffer. Donc, dans le marxisme, les théories, elles ne sont pas équivalentes. Parce que les théories, elles ne sont pas neutres. En fait, chaque théorie va servir soit l'émancipation, soit l'oppression d'une classe sociale. Alors certes, il n'y a pas de vérité absolue et intemporelle. Mais ça ne dépend pas du point de vue, en fait. Ça dépend des conditions historiques et sociales qui sont présentes. Quand on parle par exemple de la lutte des classes, c'est une théorie qui s'inscrit dans le cadre du capitalisme. Le capitalisme qu'on vit aujourd'hui, c'est des conditions objectives. Et donc en ce sens, c'est une théorie qui est vraie, puisqu'elle exprime correctement les rapports sociaux et économiques de son contexte. Et en plus de ça, elle permet une action efficace pour l'émancipation d'une classe sociale. Donc, par exemple, la lutte des classes, c'est donc une théorie qui est vraie et qui en plus de ça est bonne. La main invisible du marché, c'est une théorie qui est fausse et qui en plus est mauvaise puisqu'elle sert l'aliénation. Voilà, donc on a raison. Est-ce que vous avez des questions? J'en profite pour boire, c'est pour ça. Tout est clair? Ok, super. Et on va déjà passer à ma dernière partie, du coup, qui est donc le parti médiatique, puis la conclusion. Alors, le parti médiatique, c'est assez simple. En fait, c'est tous les médias qui participent activement à l'hégémonie culturelle. Puisque les médias, je pense que vous le savez bien, c'est les premiers défenseurs du système idéologique de la classe bourgeoise. Bon, ça se voit clairement en France, avec l'énorme majorité de la presse écrite, audiovisuelle, qui fabrique à peu près la même opinion, puisqu'elle appartient à une petite oligarchie financière composée de 9 milliardaires qui, globalement, sont intimement liés aux dirigeants du pouvoir. On pense par exemple à Bolloré, évidemment. On pense à Robert Saadé. Enfin, voilà, je pense que vous avez malheureusement les refs. Et donc, maintenant, on peut se demander, quand les médias sont contrôlés par les milliardaires, évidemment, ils vont faire en sorte que les opinions qui les arrangent soient diffusées et que le plus de gens les adoptent. Ça, c'est un constat qu'on partage tous. Mais il faut aussi dire que Gramsci, évidemment, ne pouvait pas le prévoir à l'époque, mais les idées bourgeoises et globalement fascistes et d'extrême droite, puisque le fascisme est la béquille du capitalisme, elles se diffusent aussi maintenant grandement sur Internet. Donc c'est pour ça qu'on parle par exemple de Pépé the Frog. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un mème d'une grenouille. Donc à la base c'est juste une blague, c'est une grenouille. Et en fait c'est devenu vraiment un symbole d'extrême droite qui se diffuse sur plein de forums. Je pense par exemple au 18-25, qui n'est pas en tant que tel un forum d'extrême droite, mais qui fait dériver d'argent vers des sphères un peu plus facho, quoi. Et je parle aussi du Raptor dissident et de Thibaut InShape, puisque souvent on a parfois un peu une tendance un peu paternaliste, ou en tout cas à se penser supérieur à gauche, en se disant oui mais de toute façon ceux qui regardent le Raptor ou Thibaut InShape, c'est des abrutis, voilà, ils deviennent fachos, mais de toute façon c'est parce qu'ils sont complètement cons.
Et en fait, c'est une position qui est assez problématique, dans le sens où une des stratégies qui est vraiment la plus efficace de la part de l'extrême droite, c'est de faire dériver des gens en présentant ça comme des blagues, comme de l'humour, et comme des choses naturelles, voilà, les valeurs bourgeoises qui sont évidemment naturelles, normales. Et le Raptor dissident, pour vous raconter ma vie, moi, il a commencé à émerger, j'étais au collège, et vraiment, j'ai vu des potes à moi qui étaient plutôt progressistes, un peu normaux, et qui vraiment sont devenus des zinzins, parce qu'ils ont regardé le Raptor dissident, et pour eux, c'était juste des blagues d'être complètement racistes, homophobes, sexistes, etc. Et en fait, ils ont commencé complètement à dériver. Et pour autant, je pense qu'on saisit tous le danger de Bernard Arnault qui contrôle plein de médias, etc. Autant le Raptor dissident, parfois on peut se dire, bon, c'est 2-3 mecs bizarres, mais en réalité, c'est tout aussi efficace. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir aussi des relais à gauche qui peuvent montrer un peu ce discours anticapitaliste, ou en tout cas ce discours antifasciste. Et c'est pour ça que je parle donc de Glupatate, de Usul et Antoine Daniel et Florence. Parce que Glupatate, on peut se dire parfois, bon, c'est des édits... Bon, d'accord, il y a Mathilde Panot, elle dit des punchlines, bon, super, quoi. Mais c'est quelque chose qui marche vraiment. Ça permet à des gens qui sont déconnectés de la politique, qui voient ça comme quelque chose de lointain, d'un peu... bourgeois déconnectés de leurs intérêts, et en soi, est-ce qu'ils ont vraiment tort? Bon, voilà. D'avoir dans leurs recommandations des contenus politiques, alors que normalement, ils regardent jamais ça, et de voir que des gens défendent vraiment leurs intérêts. Usul, c'est quelqu'un qui a politisé une génération entière. Voilà, moi j'ai connu Gramsci grâce à Usul, et aujourd'hui je vous fais une super formation là-dessus, donc franchement pas mal. Et même des positions de personnes qui sont peut-être un peu moins politisées ou qui orientent moins leur contenu là-dessus, mais je pense par exemple à du coup Antoine Daniel et Florence qui au The Event, donc un événement caritatif, avaient récolté énormément de fonds pour des associations, et Macron qui va faire une super allocution à 20h, je sais pas si vous avez vu, avait fait une vidéo où il faisait la récupération, en tout cas en leur disant super, c'est très bien. Et Antoine Daniel et Florence avaient pris position et avaient dit en fait non, nous on veut pas que le président nous remercie. On relève des millions pour des associations alors que lui il détruit des services publics. Et ils ont dit ouvertement que c'était une situation qui n'était pas acceptable, et avoir des prises de position comme ça qui nous paraissent relativement normales, ça permet à des gens de comprendre qu'il y a vraiment une alternative qui est possible, et que voilà, simplement. Et rapidement, je parle aussi vite fait de Vincent Tiberge, donc c'est un sociologue français, qui, en gros, il a une thèse, je vais pas pouvoir vous l'expliquer, mais pour la résumer rapidement. En fait, les Français, ils sont de plus en plus progressistes, et la droitisation de la société, dont on parle partout, ce serait un mythe. Et donc ça, du point de vue de l'hégémonie culturelle, c'est hyper intéressant, puisque, effectivement, on parle un peu partout, même dans des milieux de gauche, de la droitisation de la société. On parle sur CNews, voilà, peut-être que les Français sont de plus en plus... inquiets par rapport à l'insécurité, etc. Et en fait, tout ça, ça va créer un récit qui est pas complètement faux. Enfin, on voit la montée de l'extrême droite, etc. Faut pas non plus le nier. Mais pour autant, tous les Français sont pas racistes. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi très solidaires, qui ont des valeurs de gauche qui sont ancrées, mais que ça se reflète pas forcément dans leur vote. Et donc, parfois, on va avoir un discours qui est très défaitiste, à dire oui mais dans tous les cas le RN arrivera forcément au pouvoir, etc. Et en fait ça sert complètement l'hégémonie culturelle de la bourgeoisie, en disant dans tous les cas ça sert à rien de se révolter et de lutter, dans tous les cas on est perdu. Justement non, faut continuer à montrer qu'il y a une alternative qui est possible et qu'on peut faire quelque chose de différent. Et je finirai en vous citant évidemment du Gramsci, qui a dit fût un temps, la crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Parfois traduit différemment, en le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et donc, est-ce que nous, notre rôle à gauche, ce serait pas de faire en sorte qu'il y a quelque chose d'autre qui émerge que les monstres finalement? Voilà.
j'ai un petit bonus, rapidement. Il y a Rose Lamy, donc, qui est une autrice féministe et qui travaille aussi beaucoup sur le mépris de classe. C'est elle qui a le compte Préparez-vous pour la bagarre sur Instagram, si des gens ont la ref. Elle avait fait une story il y a quelques temps, elle disait un truc que je trouve vraiment intéressant. Elle a dit j'aimerais bien attirer votre attention sur le fait que tout n'est pas une histoire de savoir intellectuel. Les gens ne deviennent pas de gauche parce qu'ils savent. On ne transforme pas des abstentionnistes ou des électeurs d'extrême droite en leur faisant rentrer de gré ou de force l'information dans le crâne. Il y a des réalités matérielles, de la psychologie sociale, des affects, des déterminismes qui entrent en jeu. La gauche ne perd pas seulement du terrain à cause d'Elon Musk, mais parce qu'elle a arrêté d'être sensible, d'avoir du cœur, et parce qu'elle est autoritaire avec celles et ceux qui ne savent pas ou qui savent moins. Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec la fin de dire que la gauche a arrêté d'être sensible ou qu'on est moins sensible qu'avant, mais cela étant dit, je suis un peu d'accord avec le fait que parfois à gauche, on a un peu ce truc de... On a un peu les prophètes, on apporte la sacro-sainte parole aux abrutis qui ne savent pas, et que en fait c'est pas du tout une question de ça, c'est aussi que voilà, il y a une hégémonie culturelle de la bourgeoisie, que toute ta vie t'as baigné dans cet univers-là, et qu'on peut pas casser toutes tes représentations mentales d'un coup, que c'est un processus qui prend du temps, et qu'il faut aussi parfois savoir être indulgent avec des gens qui n'ont pas forcément une conscience de classe plus développée que ça, parce que c'est normal en fait, c'est la bourgeoisie s'acharne à faire ça. Et que donc c'est notre rôle à nous de les faire émerger, mais d'aussi d'être indulgents. Voilà. Ouais. Du coup, je me dis pour justement finir en beauté, par rapport à tout ce qui est hégémonie culturelle et tout, peut-être faire un moment d'échange justement de potentiels médias, émissions ou quoi que ce soit, si des gens ont pour justement pouvoir partager la culture. Alors déjà, si vous voulez, il y avait un superbe post Insta qui était des lectures de l'ENS avec un petit savoir concernant Gramsci. Voilà. Avec pas mal de ressources, je pourrais vous le donner si vous voulez pour commencer à lire Gramsci. Et ça parle aussi avec des podcasts, différentes choses. Ça parle aussi de Robert Cox, je crois, à un moment, dont, voilà, juste ici, dont je vous parlais tout à l'heure pour les relations internationales. Donc si ça intéresse des gens, j'ai quelques ressources ici pour commencer à lire Gramsci. Mais sinon, en termes de médias un peu alternatifs, y a Blast, qui est vraiment bien, mais je pense qu'on est beaucoup à connaître ça. Et après, si vous avez des recommandations aussi, n'hésitez pas. Hein. Je sais pas s'il y a des gens ici qui sont pas encore abonnés au monde diplomatique. C'est vrai. Ouais. Parce que, alors ça, je viens de regarder dans mes trucs, ça date un petit peu, parce que c'était il y a 2 ans, on avait fait comment on appelle ça, une liste de ressources, lecture, YouTube, Twitch, compagnie, de choses qui sont intéressantes quand on veut se former politiquement ou avoir... voilà, pour développer sa culture de gauche. Donc si ça intéresse des gens, je peux peut-être le partager sur... je sais pas si tout le monde ici est sur la conversation sur Telegram, les jeunes insoumis. Enfin. Il y a des fiches de contact qui sont passées ou pas? Des fiches de contact, super. Mais effectivement, oui, donc notamment... il y a un grand nombre de choses, mais notamment, effectivement, il y a le monde diplomatique qui a été cité. Il y a Usul que tu as cité, qui est évidemment très bien. Sinon, moi, une chaîne qui parle beaucoup de concepts marxistes, d'histoire politique de la gauche et compagnie, c'est une chaîne qui s'appelle Minute Rouge, qui est très bien aussi. Et, alors, il y a un côté un peu folklorique, mais ça peut être intéressant. Voilà. Ouais. De toute façon, si vous voulez avoir une discussion, on a la salle jusqu'à 20h, donc franchement, on est large. Ouais. Moi, j'avais des questions sur des choses que tu as vues. Mais vas-y, pas de souci. Je suis pas sûre d'avoir compris la philosophie de la praxis. Ok. En gros, dans le marxisme, il y a un truc qui s'appelle le déterminisme économique, où en gros... Non, je vais faire plus simple. En gros, Marx, il considérait que la révolution, elle allait arriver dans tous les cas, puisque le capitalisme, il allait s'effondrer sur lui-même, parce que c'est un système qui ne peut pas marcher. Ça va produire de plus en plus d'ouvriers, de plus en plus de misère, qui, au bout d'un moment, vont forcément se révolter, en gros.
Et Gramsci, lui, il pense qu'on n'est pas obligé d'attendre que le système s'autodétruise et qu'on peut réussir à s'organiser déjà nous-mêmes, donc en donnant la conscience de classe à tout le monde pour pouvoir faire tomber le système. Et donc c'est la philosophie de la praxis, puisque la praxis c'est l'action. Et donc c'est pas attendre que les lois de l'histoire se fassent, mais donc faire l'histoire soi-même. Voilà. Je voulais savoir si du coup le concept d'hégémonie culturelle, est-ce qu'il désigne simplement l'hégémonie de la classe bourgeoise dominante, ou est-ce qu'on pourrait parler d'une hégémonie culturelle pour d'autres dominations symboliques ou, enfin, voilà. Alors ça c'est super parce que j'avais prévu ça. En fait, l'idée d'hégémonie culturelle, elle est vraiment indissociable de l'idée d'un État bourgeois, puisque c'est vraiment une classe entière qui s'organise par donc certes des relais, comment dire. C'est vraiment tout un système qui va diffuser une idéologie par tous les moyens possibles, et notamment via ceux de l'État. Et par exemple, l'idée d'hégémonie culturelle, elle a été reprise par plein de personnes pour parler de plein de choses, mais elle a notamment été reprise par Marion Maréchal, qui disait qu'avant d'être électoral, le combat il doit être métapolitique. Et elle affirmait qu'il est temps d'appliquer les leçons d'Antonio Gramsci pour renverser la domination des idées de gauche qui ont gangréné la droite. Voilà. Donc en fait, ça c'est un contresens absolu, puisque c'est vraiment une théorie qui s'inscrit dans le cadre du capitalisme en fait. C'est-à-dire que si on pourrait pas parler d'hégémonie prolétarienne ou prolétaire, ça n'aurait pas de sens selon la... C'est vrai qu'elle est wokiste, ouais. Non, je pense pas que ça aurait du sens de parler d'une hégémonie culturelle prolétarienne, mais d'autant plus qu'après après la révolution dans la société communiste, il n'y aurait plus qu'une seule classe sociale. Donc on peut pas vraiment parler d'hégémonie si tout le monde est pareil, quoi. Mais... Après, je pose la question, mais c'est intéressant. Par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que dans la guerre civile en Russie, où il y avait la contre-révolution, parce qu'il y avait là aussi dans l'aspect contre-révolutionnaire après la révolution communiste, une tentative de gagner l'hégémonie culturelle pour le coup de la part des contre-révolutionnaires. Par exemple, les armées blanches. Oui, mais dans ce cas-là, je pense pas qu'ils diraient que c'est... l'hégémonie culturelle, c'est vraiment quelque chose qui est teinté du capitalisme. Mais en soi, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a une volonté, par contre, oui, de gagner la bataille culturelle et de faire gagner son idéologie. Mais, ouais. Je pense, en écoutant les échanges très intéressants, que, à mon avis, une des meilleures manières aussi de rendre hommage à des gens comme Marx, Engels, Gramsci ou autres. Gramsci était marxiste, mais en même temps un peu orthodoxe, critique lui-même de Marx. Je pense qu'on peut s'inspirer de ça et que c'est comme ça qu'il a fait du bon travail. Parce que d'après moi, je pense que la question de l'hégémonie culturelle, elle est tout à fait pertinente donc, dans les cas, dans les exemples qui ont été cités. Mon avis n'est pas absolument attaché de manière consubstantielle à la question de l'État et du capitalisme, sachant qu'il existe d'autres systèmes de domination qui passent par d'autres canaux. Je pense que c'est une notion tout à fait pertinente à mobiliser encore aujourd'hui et à comment dirais-je, faire prendre en ampleur et en diversité, d'après vous. Moi j'ai une question. Si l'hégémonie culturelle, toutes ces choses-là et tout ça, et qu'on arrive après la révolution après, il y a toujours un système de classe, vu que l'État est forcément régalien et que le communisme met en place un État, quoi qu'il arrive. Mais il y a toujours une hiérarchisation, quoi qu'il arrive. Bon, qui décide, les gens qui vivent. Je peux laisser quelqu'un d'autre répondre si vous voulez. Le communisme, c'est que justement, il y a une phase de socialisme avant, on garde l'État et une certaine. En fait, le communisme a besoin de récupérer l'appareil étatique de répression pour ensuite l'abolir. C'est plus qu'il s'abolit tout ça. C'est le dépérissement de l'État. En fait, récupérer dans une société socialiste va dériver vers la société communiste. Et où là, l'État, justement, dépérira lui-même que Marx parle des stigmates de l'ancien monde comme la monnaie, et qu'en fait, il y a la phase socialiste où il y a toujours des classes, et la phase communiste où là, vraiment, on arrive dans une société sans classe, sans État, sans profit, sans marché, sans... il parle d'ère d'abondance, par exemple. Mais qui prend les décisions ?
Justement, c'est ça. C'est la commune, justement, c'est les gens qui sont dans la commune qui prennent les décisions qui sont directement dans les rapports de production, qui vont justement eux-mêmes décider quelle ligne productive ou Ça va de micro. C'est un goût commun, c'est des goûts sur parole. Mais je pense que c'est une question absolument centrale, effectivement, puisque passer de la société socialiste à la communiste, là, tu l'as bien dit avec la commune, mais je pense que c'est vraiment, t'as mis le doigt sur un nœud, parce qu'effectivement, c'est un des moments où ça peut péter, quoi. Si jamais on ne part pas sur le gouvernement démocratique par la commune et compagnie, effectivement, dans la théorie, on doit passer de la société socialiste à la société communiste en place. Mais effectivement, si on rate cette étape, il peut y avoir une nouvelle classe qui émerge et qui prend la place, comme à la Révolution française, par exemple. Mais d'où l'importance de justement convaincre les gens de faire la révolution ensemble et de leur situation commune pour pas que ça arrive. Exactement. Ouais. Ouais, sur la question de l'hégémonie culturelle, je me demande ce que tu pouvais penser d'intellectuels qui reviennent justement sur cette théorie-là. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur le travail de James Scott, qui remet en question l'hégémonie culturelle parce qu'il dit oui, alors, donc selon Gramsci, la bourgeoisie impose ses valeurs morales au prolétariat, ce qui l'empêche de mener une véritable action révolutionnaire. Mais lui, dans ses études, il est anthropologue, dans ses études, il constate, il explique qu'il y aura une sorte d'hégémonie culturelle de surface, mais que, disons, dans des rapports, ce qu'il appelle l'infrapolitique, c'est-à-dire quand on n'est pas directement confronté, en fait, les classes dominées ont leur propre culture qui n'est pas dominée par la bourgeoisie et qu'ils ont eux-mêmes une production culturelle et théorique qui n'est pas dominée par cette pseudo-hégémonie culturelle, et qu'en fait la théorie de l'hégémonie culturelle reviendrait à neutraliser, enfin à ne pas voir les réelles capacités d'action, l'agency en fait des classes dominées, et que ce serait être aveugle sur les classes dominées qui auraient quand même en réalité une capacité de produire eux-mêmes leur théorie et leur pratique culturelle, même dans une domination économique de la bourgeoisie. Je capte ce que tu veux dire, mais est-ce que tu aurais genre des exemples Lui, il a beaucoup travaillé sur des sociétés plutôt en Asie du Sud-Est, principalement, en tout cas sur des... C'est un anthropologue, donc c'est vraiment sur des cas assez précis, mais il explique que dans les espaces dits publics où les classes se confrontent, effectivement, il y a une hégémonie qui semble être là, puisqu'il n'y a pas de véhémence particulière de la part des classes dominées, mais en fait, disons qu'il y a, je ne sais plus exactement les termes, mais il y a une sorte de culture codée, en fait, des classes dominées qui, entre elles, produisent par exemple alors lui il prend des exemples de production culturelle, des chansons populaires, des écrits, des gravures, etc., qui seraient en fait tout un tas de productions où la bourgeoisie ne peut pas comprendre que ce sont des productions culturelles qui vont à l'encontre de son hégémonie, mais quand au sein des classes dominées, en fait, les individus se comprennent et savent qu'ils ne sont pas d'accord, en fait, et comment dire, manifestent leur désaccord avec cette hégémonie apparente. Mais par des productions, disons, je ne sais plus exactement les termes alors. Oui, mais je vois. Mais c'est ce qu'il appelle l'infrapolitique, c'est-à-dire ce qui se passe en fait en dehors des espaces publics où l'hégémonie semble être présente. Ouais, mais je dirais que ça, c'est une forme de conscience de classe en fait. Oui, mais donc du coup, ça va à l'encontre de ce que pourrait dire Gramsci sur la fausse conscience, sur en fait la classe dominante. C'est pas parce que... Enfin, lui, c'est ce qu'il explique. Lui, il revient en direct, il parle directement de Gramsci en disant que... c'est pour ça que je pose la question. Je dis pas que oui, c'est oui, oui. Mais pas de souci, t'inquiète. Comme j'ai eu l'occasion de travailler dessus, c'est vrai que ça me Ok. dit. Non, je dirais qu'effectivement, il peut y avoir des productions qui se détachent de cette hégémonie culturelle-là, mais... De quoi ? Il parle même aussi de pratiques culturelles. Oui. Non, mais pour autant, je pense que l'hégémonie culturelle reste quelque chose de valide, mais pour moi, tu peux avoir une forme de conscience de classe et être conscient de certaines choses et faire émerger des productions ou des pratiques qui vont à l'encontre de ça, et pour autant t'inscrire dans le cadre de l'hégémonie culturelle. Enfin, c'est pas... c'est compliqué à dire.
Non, je pense quand même que même si tu peux individuellement ou de manière plus espacée avoir des formes de production ou de pratiques qui du coup vont à l'encontre de cette contestation, tu t'inscris quand même dans ce cadre-là global et c'est des premières formes de conscience de classe qui iraient à l'encontre de cette hégémonie. Mais pour moi, l'hégémonie, elle existe quand même. Ouais. Bah, pour moi, de ce que j'entends, c'est qu'il y a une réelle différence d'échelle dans ce que tu dis, où en fait, tu parles justement de faits assez locaux, des cérémonies ou des choses assez locales, alors que là, l'hégémonie, bah, en fait, c'est ce que tu dis, dans tous les espaces publics, elle est bien présente et tout ça, et en fait, c'est que justement, ces petits endroits qui ne sont pas dominés, bah, en fait, ça ne sort pas de ces endroits-là. Et donc, l'hégémonie culturelle en place les empêche de sortir et de se propager. Ouais, c'est ça, de se massifier. Je suis plutôt d'accord, j'ai introduit cette question-là parce que ça me paraissait intéressant de discuter. Mais... Ouais, parce que je suis d'accord avec... Oui, bon. Et je suis d'accord en fait avec tout ce qu'il vient de dire, et je trouve qu'effectivement d'avoir soulevé, c'est très bien parce que ça nous donne des appuis sur se dire ok, il y a des débuts de conscience de classe qui peuvent se former, mais peut-être pas de la conscience de classe qui a encore conscientisé le système économique qui formate le système hiérarchique de classe. Donc, mais par contre, ça peut être un appui pour nous qui voulons créer et magnifier cette conscience de classe. Et puis pareil sur la question de l'échelle, de l'hégémonie culturelle, ça ne veut pas dire que du coup c'est la seule culture qu'il y a, parce que sinon effectivement on verrait très vite que dans la société actuelle le concept il est complètement caduque, quoi, avec une triangularisation de la politique actuellement, mais à l'heure actuelle ça reste hégémonique dans le sens où par exemple nous à gauche, je sais pas si on peut prononcer ça, je pense que oui. Je suis pas de Rennes, moi je suis de Sainte comme Vincent Tillery et Docteur Guillotin qui a fait la guillotine. Mais pas comme la France Insoumise, à gauche, nous on est en train d'imposer une hégémonie culturelle. Mais pour autant, il y a d'autres formes de gauche qui sont moins à gauche et qui subsistent encore, quoi. Mais donc je pense que c'est très, très, très intéressant. Ouais. Est-ce que tu penses que quand on passe pour un petit bourgeois culturel un peu pédant, quand on explique auprès de sa famille des théories gauchistes, est-ce que tu penses que c'est l'expression de l'hégémonie culturelle de droite ? Ou alors est-ce qu'on est juste un petit bourgeois culturel pédant ? Mais quand tu partages des théories genre de gauche, typiquement moi, ma famille c'est beaucoup de petits patrons qui votent à l'extrême droite, et en fait quand j'essaie de convaincre, il y a tout de suite un blocage qui est que ce qu'expliquaient des sociologues comme Benoît Coquart ou Félicien Faury, c'est en fait quand c'est un milieu, quand tu essaies d'expliquer des trucs de gauche, on a quand même on suit des théories comme il avait expliqué, on fait la bataille culturelle et on passe pour un beau parleur, au mieux pour un utopiste, au pire pour un prof un peu chiant. Et le truc, je me demandais est-ce que c'est l'expression d'une hégémonie culturelle pour toi, ou est-ce qu'il s'est passé autre chose et est-ce que Gramsci à son époque il passait pour un petit bourgeois pédant auprès de ses parents? C'est ça ma question. Bon, son père il détournait des fonds. Hein, donc, non mais c'est-à-dire, est-ce que en fait, quand tu partages tes théories avec tes parents et que tu passes pour quelqu'un d'un peu pédant, en fait, je dirais que d'une part, c'est une forme d'hégémonie puisque tu vas adopter un langage un peu bourgeois, une position un peu voilà, mais en même temps, je dirais que c'est aussi de l'entrisme et d'utiliser leur langage pour les convaincre. Okay. Donc en fait, c'est un peu comme entrer dans l'appareil d'État pour le détruire, quoi. Nécessairement, faut un peu se salir les mains. Ouais. Et quand on joue sur des terrains pas équitables, faut utiliser leur langage, quoi. Ça marche. Ouais. Et aussi, je pense en fait, c'est que je pense souvent le cas, c'est qu'en fait, ils se sentent pas concernés par ce qu'on dit, et parce que on parle de bourgeoisie ou tout ça, et en fait, ils ont l'impression, par exemple, qu'en tant que patron, même si c'est des petits patrons, et en fait ils font partie de la classe qu'on vise, alors que souvent c'est clairement pas le cas. Et c'est là que je pense que l'hégémonie joue, c'est qu'en fait l'hégémonie leur fait croire qu'ils sont dans des classes supérieures et qu'ils sont dans les privilégiés, alors qu'en fait pas du tout, ils sont dans les exploités comme la plupart des gens, et qu'en fait ceux dans les classes privilégiées sont très peu
mais le sont moins forts. Ouais. Ça, s'ils gagnent plus d'argent, même s'ils sont exploités, ils sont quand même Oui. Ouais, mais c'est ce que je disais quand je parlais de fausse conscience, tu te sens plus proche du milliardaire que du SDF, alors que factuellement, t'es bien loin du milliardaire, quoi. Aussi, je pense qu'il y a une question de langage aussi, etc. Enfin, je sais que moi, par exemple, mes parents, à titre personnel, ils sont bien de gauche. Et par exemple, quand je leur parle de bourgeoisie et de prolétariat, ils sont ah non, moi, prolétariat, pour moi, c'est une insulte, je vois ça de manière tout à fait péjorative. Ouais. Alors que je leur dis, bah non, c'est du vocabulaire marxiste qu'on t'a appris à détester. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un moment où il faut juste adapter son discours. Et puis leur dire, ah bah ça, en fait, ce que tu penses, tu es d'accord avec moi, c'est juste que tu nommes les choses différemment, mais dans les écrits du mec qui a théorisé ce que tu penses, bah, il appelle ça comme ça, et c'est pas péjoratif, c'est une réalité matérielle, quoi. Ouais. Bah, bon, Marius est parti, mais un peu pour faire le lien avec ce qu'il disait quand il parlait des premières formes de conscientisation, etc. Bah, je pense que justement, tu mets le doigt là-dessus, c'est qu'en fait, ces gens, ces réflexions, ils les ont, mais qui sont bloqués, enfin, ils ont une espèce de barrière avec, du coup, l'hégémonie de la bourgeoisie qui leur a fait détester certains termes et avoir une réaction genre épidermique à certaines choses. En fait, quand tu leur parles de marxisme, mais sans utiliser ces mots-là, en fait, ils vont être convaincus et après, tu vas leur dire c'est ça et ils vont péter leur crâne, quoi. Genre, vraiment, parce que toute leur vie, on leur a appris à détester ça, quoi. Après, il y a aussi le problème aussi qu'avec le vote RN, notamment, parce que quand on va faire campagne, nous, souvent, c'est quand même dans des territoires bien RN, on faire gagner les camarades qui jouent à quelques voix. Et ils ont beau être d'accord avec toi, t'as quand même des affects racistes qui Ah oui, oui, complètement. Et eux se dédouanent de ça, justement, parce que dans leur conscience, ils sont là, mais non, c'est pas du racisme, justement, c'est ce qu'on en revient tout à l'heure, justement, c'est de l'humour, ou alors c'est naturel, c'est comme ça, et ou alors même cet affect toujours cette supériorité où qu'on devrait apporter la civilisation, Jules Ferry, et tout ça. Ah non, mais c'est sûr. Bah, le fascisme étant la négation de la lutte des classes pour une lutte purement nationaliste, etc., c'est plus facile de concevoir ça que... Bon. Et bah, si ça va à tout le monde, je pense qu'on peut... Je vais aller couper la cam.